Bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais bien remercier les organisateurs de cette belle assemblée scientifique. De ma part, je vais m'inscrire dans la continuité de la réflexion de M. Faïs, avec toujours la même vision, c'est-à-dire faire de l'histoire un stock d'informations, un rétroviseur intellectuel qui peut nous servir dans notre vision des choses actuellement. Donc, commençons par le commencement. Je vais essayer de conduire cette réflexion à partir de plusieurs problématiques, à la fois un questionnement par rapport à l'approche qui doit être adoptée pour les questions de l'eau, puis la première problématique qui suscite beaucoup d'intérêt de réflexion pour les chercheurs et historiens archéologues, c'est-à-dire la question des origines, comment on est passé de ce paradigme à une nouvelle grille de lecture, c'est-à-dire l'empreinte sociale de chaque culture. Puis, une deuxième réflexion, et là j'invite tout le monde à réfléchir sur ce problème, c'est-à-dire comment passer du savoir de la recherche théorique à l'action sur le terrain. Et est-ce que les traités des musulmans, des ingénieurs musulmans, ont réussi cet axe-là de recherche-action, et quelles sont les différentes manifestations de l'action par rapport à ce savoir livresque. La troisième problématique qui est aussi intéressante, c'est-à-dire qui a été posée au début du siècle par plusieurs auteurs. Y a-t-il des théories des régimes des ombres dans le droit musulman? La quatrième problématique sur laquelle j'aimerais aussi insister, c'est-à-dire le gros débat qui existe entre deux hypothèses, ce qu'on appelle l'hypothèse pessimiste, qui parle d'un déclin de l'agriculture à l'époque médiévale en islam, et une autre qui est plus optimiste, qui parle de la révolution agricole, la révolution verte, pendant l'histoire de l'islam. Et puis, si j'aurai le temps après, je parlerai de la ville islamique et de l'eau, avec la question de modélisation et quel ordre présente ces exemple des villes islamiques en général. Il faut savoir que la question de l'eau, depuis les premières études archéologiques de ce qu'on appelle les châteaux du désert en Syrie et en Jordanie, à l'époque des Omeyyades, et jusqu'au débat actuel qui a été suscité il y a une vingtaine d'années en Espagne, pour l'histoire de l'Andalous, l'eau est omniprésente. Il est à l'arrière-plan de chaque réflexion par rapport à l'histoire et à l'archéologie du monde musulman. En arrière-plan, il est omniprésent parce que la plupart des problématiques est liée à la question de l'eau. D'ailleurs, un des grands historiens marocains disait qu'il y a trois clés pour comprendre la société musulmane. L'eau, l'asabia, un concept d'Ibn Khaldoun, c'est-à-dire l'esprit du clan ou l'esprit de solidarité. Et la troisième clé, c'est le phénomène religieux, le religieux. C'est les trois clés pour saisir les soubassements et les changements et mutations dans la société musulmane. Mais ces clés, il faut savoir les tourner. La clé de l'eau, il faut, il faut la tourner dans le bon sens avec une option ou une vision pluridisciplinaire. Parce que cet élément fluide, pour le comprendre et le saisir, il faut le suivre dans la cité, dans la vie. Et l'approche qui doit être adoptée pour comprendre et saisir les problématiques de l'eau, c'est à la fois une approche qui imbrique à la fois les données naturelles, sociales, les données qui relèvent du droit, de la société et de la politique. Donc c'est une imbrication, une approche qui doit être pluridisciplinaire, qui imbrique les différentes visions pour pouvoir comprendre cet élément fluide qui coule dans la veine de la vie de la cité dans le monde musulman. Donc voilà une présentation du système d'irrigation, c'est à la fois les différents paramètres qu'on voit dans ce diapo. Donc, nécessité d'une approche pluridisciplinaire, en même temps nécessité à la fois des approches globales qui essaient de voir la synthèse avec la maîtrise qui doit être qui va avec cette approche, et en même temps des études locales bien dans des espaces bien limités et dans des périodes limitées. Nous avons besoin des différentes approches pour pouvoir saisir la problématique. En général, je passe très vite pour ne pas... Donc, venons à la première problématique de la question des origines à l'empreinte sociale.
Au début du siècle, et dans plusieurs domaines, le paradigme qui se répétait à chaque fois, c'était rechercher les origines des techniques et des savoirs techniques de l'eau. Donc, on était imbibé par cette réflexion. C'était des réflexions à la fois idéologiques, en même temps, la question des origines revenait à chaque fois comme l'élément moteur des réflexions pour comprendre les techniques hydrauliques et les pratiques des sociétés. Et on ne regrettera pas peut-être ces grands cadres qu'on voyait dans les bouquins et les manuels d'histoire en général, qui montrent toujours la diffusion des techniques d'un point précis avec des grandes flèches pour illustrer l'idée du progrès ou la diffusion des techniques. Ou des cercles concentriques avec un centre et des périphéries. Maintenant, je pense qu'avec l'amélioration des recherches et des travaux, on est arrivé à comprendre qu'il faut faire l'histoire de l'homme avec un grand H. Et ce sont cette vision idéologique des choses pour pouvoir montrer la primauté ou les origines, parce que l'histoire de l'homme, ça se compose en pluriel. Donc, on est arrivé à un stade où on a saisi que le plus important, c'est comprendre la gestion culturelle et sociale des techniques dans chaque société. Parce que la même technique peut se répéter dans différentes cultures, mais l'utilisation sociale et culturelle diffère d'une contrée à l'autre. À cette époque-là aussi, c'était la mode aussi des grandes théories, comme celle de Wittfogel, qui essayait de répartir les sociétés, ce qu'on appelle les sociétés hydrauliques, qui, d'après cette vision qui a utilisé le concept de Marx, le mode asiatique de production, qui a fait une lecture de ces sociétés hydrauliques comme c'est-à-dire la grille de réflexion, c'était ce qu'on appelait à cette époque-là le despotisme oriental. C'est-à-dire que dans ces sociétés qui sont marquées ici dans la carte, c'était des sociétés qui avaient un État centralisé, avec une organisation despotique et bureaucratique. Bureaucratique, ça englobe à la fois l'armée et les dignitaires religieux, en même temps des prélèvements excessifs sur la paysannerie soumise. Donc, pour lui, ces sociétés qui avaient des systèmes d'irrigation complexes, c'était en fait l'image ou le miroir d'une société despotique. Voilà, c'était une lecture qui était d'ailleurs, qui a influencé beaucoup de chercheurs. Je peux même retrouver, avec grand respect pour Paul Pasco, quelquefois, ce genre de lecture, en fait, dans le paysage du 19e siècle, dans le house Marrakech. Donc, c'était toujours l'obligation d'un pouvoir bureaucratique, despotique, pour avoir les systèmes complexes. Avec le développement des recherches, il y avait certains chercheurs qui ont commencé à se demander si vraiment il y avait cette corrélation entre les grands systèmes et le despotisme. Glick, pour la société, par exemple, d'Al-Andalus, l'Espagne musulmane, vous voyez que les systèmes hydrauliques qui étaient laissés par les musulmans à l'Andalus, c'était à la fois le résultat de petites sociétés claniques et n'était pas le reflet d'un despotisme politique. Ce qui fait d'ailleurs même le développement de ces systèmes hydrauliques était dans une conjoncture politique où il y avait ce qu'on appelle l'éclatement du califat. Donc il n'y avait pas le pouvoir de Cordoue, mais c'était une organisation clanique avec des petites sociétés ou des petits groupes qui pouvaient organiser des systèmes complexes avec le temps, parce que les systèmes augmentaient, se développaient, ce qui faisait qu'on avait des grands systèmes avec le temps qui devenaient un garde-mémoire de ces sociétés. Donc, beaucoup d'affirmations qui vont venir avec des anthropologues et des chercheurs et qui vont commencer aussi à se poser des questions de corrélation entre ce qu'on trouve en Andalous avec ce qu'on trouve aussi dans les sociétés orientales où il y avait Jacqueline Pirenne par exemple, montrait avec aussi les travaux de Miguel Barceló à Barcelone, ou Pierre Quichard, qu'il y avait une corrélation entre les systèmes qu'on trouvait dans l'Andalous avec ceux qui sont au Yémen, ce qui veut dire qu'il y avait une organisation, ce qu'ils ont appelé une organisation de la société orientale.
par rapport à ce qui était dans les sociétés occidentales. Donc, il y avait une empreinte sociale, ce qui fait qu'on est passé, après tant d'années, de cette vision des origines à l'étude des empreintes sociales de chaque culture et de chaque société. La deuxième problématique que j'essaie de poser, c'est-à-dire, comme a montré notre professeur Faiz, dans la société musulmane, il y avait une floraison de traités dans le domaine de l'agronomie, dans le domaine de la technologie, des mécaniciens, en même temps de l'hydrologie avec Al-Karaji. Mais la question qui m'a été, en fait, je pose à chaque fois, est-ce qu'il y avait ce passage de la recherche intellectuelle presque à l'action? Quelles sont les différentes manifestations? Après, ce sont des procédés, des instruments qui ont été inventés par Al-Karaji pour mesurer les pentes et la triangulation pour la réalisation des galeries souterraines et des khatara. Je pense que ça a été développé par collègue. La question qui est intéressante, voilà, donc quand on a essayé de voir les différentes manifestations de passage entre la recherche livresque et l'action, j'ai mis en fait trois typologies. À la fois, il y a le côté de la mise en place. Par exemple, les Banu Moussa qui étaient cités tout à l'heure comme les premiers ingénieurs qui ont développé la science de la mécanique, ils étaient aussi responsables de la construction du canal Al-Jafari pendant un moteur. Donc ils mettaient leur savoir en pratique, ils appliquaient les notions scientifiques. Donc c'était de la recherche pour l'action. Le deuxième exemple, je passe à la deuxième manifestation, c'est la produire la norme. Al-Fashtali, par exemple, c'était un savant mathématicien qui a fait une modélisation pour voir les codes-parts de chacun pour entretenir l'organisation. Donc, une réflexion pour produire la norme qui allait être appliquée dans l'entretien. Al-Karaji aussi, tout en étant hydrologue et travaillait sur le terrain, il avait participé avec les Fuqaha à cette époque-là pour juger ce qu'on appelle la zone de prohibition, de limitation pour mettre, c'est-à-dire la mitoyenneté entre Tara et une autre. Les juristes qui étaient figés sur la règle disaient qu'il fallait 700 coudées, par exemple, parce que c'était le calife Omar qui avait imposé cette règle. D'autres disaient non, il fallait voir les choses à partir de l'effort, c'est-à-dire la profondeur du puits peut désigner la zone limitrophe de protection. Par contre, lui, étant un homme de terrain, il avait proposé aux juristes, les fuqaha, de voir les choses d'une façon liée à la géologie du terrain, c'est-à-dire donc il était dans la production de la norme et la contribution de la norme. Les chercheurs aussi, ces savants-là, étaient aussi dans une recherche d'implication. Ils cherchaient, ils recherchaient, ils travaillaient par l'action sur le terrain. La troisième manifestation et stratégie de ces chercheurs-là, c'est faire du savoir une culture. Quand il y a une diffusion du savoir plus large, ça devient une culture générale. Faiz connaît avec moi un traité d'un agronome espagnol, Ibn Lioun, qui avait un style de diversification, c'est-à-dire il a écrit le savoir, c'était une tradition, on le trouve dans plusieurs disciplines en islam, sous forme de vers, c'est-à-dire une poésie, pour que ce soit appris facilement. Et puis, c'est là cette démarche de faire une recherche d'explication, une recherche sur l'action en même temps, simplifie le savoir pour qu'il devienne une culture générale. Je passe à la troisième problématique. Y a-t-il une théorie du régime des eaux en droit musulman? Cette question a été posée par plusieurs chercheurs au début du siècle, du XXIe siècle, par Bruno, par Henri Bruno, par Saunier. Et la plupart des gens, parce qu'ils constataient qu'il y avait plusieurs réflexions, plusieurs fatwas, qui étaient différentes, variées, à chaque fois, leur conclusion était on ne peut trouver une théorie parce que ça partait dans des myriades et des cas différents. Mais vous pouvez le lire dans les derniers livres.
Ils allaient même très loin pour dire que ces sociétés arabes étaient incapables d'en faire la synthèse et d'en pénétrer les rapports généraux car il n'a pas la source de la loi. Or, faire une démarche pour comprendre la vision de ces juristes-là qui travaillaient sur le terrain des cas particuliers, il fallait faire ce qui est juste au niveau historique et au niveau logique, remonter à la vision des juristes eux-mêmes de la notion de l'ordre et de la notion de la loi et de justice. Donc s'ils ne faisaient pas ce travail en amont, ils ne pouvaient pas comprendre les différents cas et les différents jugements. Et là, pour contribuer un petit peu à cette question de l'éthique et de l'ordre, je mets entre vos mains un petit peu les règles qui inspiraient un petit peu les juristes et les responsables du droit musulman à cette époque-là pour résoudre les cas. Par exemple, la dalala wa la c'est une règle qui a fait couler beaucoup d'encre. Et là, il y a des gens qui ont fait des tests sur cette règle simplement. La coutume à la force de loi. Al-ma'ruf wa urfan kal mashruti shartan. Ça veut dire que la coutume peut avoir la force d'une loi dans ces sociétés. Il devient un élément de droit. Tout préjudice doit être écarté. Et là, on fait c'est-à-dire une comparaison entre les préjudices pour. Donc, ils avaient en amont cette base éthique et légale qui en fait, il y avait en même temps une intelligence du contexte et à chaque fois, on essayait de résoudre le problème d'un cas particulier à partir de ces règles. Il faut ajouter aussi que ceux qui travaillent sur le droit musulman, il faut savoir une autre chose, c'est que le droit musulman présente des spécificités particulières. C'est un droit qui a à la fois le côté éthique et le côté légal. On est à la fois dans la loi civile, on est dans la recommandation éthique. Par exemple, je prends un exemple. Pour l'eau privative, dans le droit malikite, il prévoit le droit à une eau privative qu'on peut vendre, on peut utiliser, on peut le donner par concession bénévole. Certains juristes disent qu'il y a ce qu'on appelle seulement le droit d'user de fructus usus, mais qui ne dépasse pas le droit jusqu'à l'abusus, comme le droit romain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, même si c'est notre propriété, on n'a pas une propriété absolue. On ne peut pas l'excédent, par exemple, le jeter ou ne pas le donner à autrui. Par contre, d'autres juristes du même rite maliki disent qu'on a le droit absolu à l'eau. Mais on est invité par recommandation éthique, pas par une imposition légale. On est invité par recommandation éthique à laisser l'excédent pour les autres. Ce qui fait que la loi a cette dimension de, à la fois, imbriquer à la fois le côté éthique, le côté légal en même temps. Je passe à la quatrième problématique. C'était un grand débat entre historiens qui a commencé par l'hypothèse pessimiste d'Ashtor, Eliyahu Ashtor, qui disait que à l'époque musulmane du 11e ou du 9e jusqu'au 14e siècle, il y a vraiment un déclin de l'agriculture dans le monde musulman. Ces arguments sont les suivants: les situations statiques des paysans, ça n'a pas changé avec l'histoire. Les paysans étaient alourdis par des charges et de la fiscalité. L'État avait intervenu simplement dans l'époque moyenne, après ça a cessé. Donc le climat aride n'arrangeait pas les choses. Le phénomène de la bédouinisation à la fois du pouvoir et de la société, donc il avait mis sur la table plusieurs arguments. En contrepartie, plusieurs chercheurs, Watson, Lissi Borès, M. El Faïs, aussi contribuant, Pierre Richard, André Bazana, ils avaient aussi une vision qui s'inscrit en faux par rapport à la première thèse, qu'au contraire, il y avait une mutation qui arrive à la révolution agricole à cette époque-là, entre le 8e et le 10e siècle, qu'il y avait ce qu'on appelle la diffusion et le voyage des plantes depuis l'Asie jusqu'au Andalous et le contraire aussi, qu'il y avait une diversification des productions agricoles, une organisation du travail rural avec une rationalisation de la gestion des fermes et des exploitations agricoles. Donc, plusieurs éléments mis dans le dossier pour
approfondir cette thèse. Qu'en est-il maintenant en fait entre ces deux thèses antithétiques? À mon sens, en fait, tout le problème consiste dans cette volonté chez les chercheurs à modéliser, à en sortir avec des affirmations, des règles générales. En fait. Et on gagnerait beaucoup si on prend les deux thèses à la fois, surtout que ça traite dans une large période. Il y avait des moments de déclin, mais en même temps, et des sursauts aussi pour régler la situation. Cette façon de vouloir tracer une synthèse générale pendant plusieurs siècles n'arrive pas. Je pense que c'est légitime pour un chercheur de vouloir poser des hypothèses en général, mais en même temps, il faut avoir à chaque fois mettre de la nuance dans les réflexions et voir des moments, des rythmes variés de l'Orient à l'Occident musulman, des siècles différents. Donc il faut apporter plus de nuances à cette réflexion. You're running out of time. Ok, donc je finis en une minute. La ville islamique aussi, il y avait un gros problème par rapport à la question de la gestion de l'eau. Il y a différentes manières, soit en utilisant l'eau des fleuves ou des norias ou des roues aléatoires dans quelques villes. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est montrer que ceux qui ont étudié la ville islamique au début, ils étaient devant un constat au premier, c'est que la plupart des spécialistes disaient que les villes islamiques, c'était des labyrinthes, c'était des rues tortueuses, il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas d'ordre. Ils ont passé beaucoup de temps pour comprendre que la question ne se pose pas de cette manière et qu'il fallait à la fois comprendre que la question de l'ordre est une question culturelle. Ceux qui concevaient pour eux l'ordre comme une dimension visuelle, géométrique, en ayant en arrière-plan la ville romaine et la ville grecque, oubliaient que dans certaines cultures, l'ordre est plutôt social. Peu importe que la rue soit tortueuse, l'essentiel c'est qu'il y a une gestion sociale équitable entre les riverains. L'ordre visuel peut arranger celui qui regarde avec en haut des photos aériennes, mais ce qui est intéressant, c'est comment les gens vivaient à l'intérieur des villes. Donc l'ordre, il est aussi une dimension culturelle. On ne peut imposer un ordre particulier parce que ce qui était pour certains visuels et géométriques, il l'est pour d'autres social et juridique. Et je termine sur cette réflexion. Merci beaucoup. Thank you for that great overview of these debates. And if I could ask Abdul. Try a few sentences. Les droits de l'eau au Yémen. Excuse me. Si vous voulez m'écouter pour vous corriger éventuellement, I think that this presentation complements the previous one because it brings the idea, not only the idea of gap, absence of knowledge, but rather of some big ideas that seem to be frameworks for understanding what was called the Muslim civilizations, and which proved to be rather obstacles in understanding what happened. And I take three examples. One is the idea, the first was the idea that the irrigation systems were based on a model of Oriental despotism, that it meant that there would be a centralized administration with great powers and great extortion from those who did do work. So distribution was very unequal and authority was very heavy and so on. But he says that now we discovered that many systems were designed and worked in areas where there were no despots, where there was no centralization. It was in fragmented areas and so on. There is also another idea, where the last one is the idea of order, the Islamic city being a kind of a labyrinth with no order, no geometric order and so on. And he says that it was a different order because it had to respect some forms of social life and also to respect imperative for water distribution. So that was,
things that escaped attention and led to misunderstandings. There was an important one that, yes, this is maybe one of the great questions he asked. The idea is there an Islamic legal theory for the management of water? And the fact that many have assumed that there was none, that there was a kind of anarchy, that there were so many different judgments and rulings and views and so on. Maybe it's a first response to the question raised by Professor Leisinger, the wicked problem here. The fact that is, there were a number of principles, very broad, but the idea was to adjust, and the rulings by the fuqaha were to adjust regulations to the situation in every particular place. This is why there is no general theory, there is no, if I can say, an Islamic law of water management. There is no such thing. There is a collection of rulings which differ and which are varied and so on. So he questions rather the kind of knowledge that has been constructed on Muslim cultures and civilizations, and comes to the idea that there is still a lot of work to be done on these subjects.